Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, Punchline, nos invités vont nous rejoindre ici sur ce plateau. On va débriefer ensemble toute l'actualité de la semaine. Mais avant cela, un rappel des faits du jour, à commencer par cette itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, à défaut de faire le plein, est passé derrière le comptoir. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est notamment arrêté dans un café à Bully-les-Mines, près de Lens. Une parenthèse salutaire, alors que vous le savez, la fronde est en train de s'organiser face à la hausse des prix des carburants. Regardez pour commencer cette séquence. Ah, ils sont intimidés là. Oui, la dernière fois. Alors vas-y. À la vôtre hein, déjà. Santé. Oui. Je paie ma tournée. Non. Aux premières loges pour CNews, Loïc Signor. Bonsoir Loïc. Vous suivez, on le sait, Emmanuel Macron depuis le début de la semaine. Est-ce que cette itinérance mémorielle, comme il l'a appelé Loïc, est en train de se transformer quelque peu en chemin de croix pour le chef de l'État ? Eh bien, à en croire l'entourage du président de la République et Emmanuel Macron lui-même, eh bien, on se réjouit à l'Élysée de cette itinérance. C'est ce que doit faire un président de la République. C'est la méthode que doit adapter l'Élysée à plusieurs séquences. On imagine déjà dans l'entourage d'Emmanuel Macron adapter ce genre d'itinérance mémorielle à d'autres thématiques. Pourquoi pas l'agriculture, par exemple. En clair, aller au contact des Français, comprendre les colères et faire de la pédagogie. En revanche, pas sûr que cela puisse faire en sorte que le président de la République remonte immédiatement dans les sondages, mais on se dit du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron qu'au moins on donne l'impression d'un président courageux qui explique là où il veut aller avec du sens politique. C'est ce qu'il a fait tout au long de ces 6 jours de Strasbourg à ici, dans la ville de Péronne. Emmanuel Macron a tenté d'expliquer ses réformes aux plus nombreux. Quelques ratés, évidemment, cette polémique concernant l'hommage ou plutôt l'absence d'hommage à Philippe Pétain qui aura lieu demain. Les 8 maréchaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui seront honorés mais sans évidemment Philippe Pétain. Cette phrase polémique a fait réagir notamment à gauche, mais Emmanuel Macron a tenté de déminer tout au long de la semaine. Et puis ces annonces aussi faites ce matin au sujet du permis de conduire. Un contre-feu évidemment face à la grogne qui monte sur la hausse des prix du carburant et ces gilets jaunes qui se multiplient déjà sur le passage du président de la République. Merci à vous Loïc, merci également à Florian Paume qui vous accompagne sur ce parcours du combattant, dirons-nous. En tout cas, vous serez également à la suite de cette itinérance mémorielle. Je vous rappelle que demain, elle prend une dimension internationale pour Emmanuel Macron puisque le chef de l'État a été rejoint aujourd'hui par la première ministre britannique Theresa May. Ils ont déjeuné ensemble ce midi avant de se rendre à la nécropole de Thiepval. Et puis donc demain, le président va retrouver également Donald Trump à l'Élysée. Mais pas seulement, on vous reparlera bien sûr, et notamment dans Intégral USA, de la rencontre prévue avec Donald Trump. Le reste de l'actualité, mais qui est lié à ce que je venais de vous dire, une France à l'arrêt, c'est ce que promettent les Gilets jaunes pour samedi prochain. Plus de 400 rassemblements sont déjà prévus un peu partout sur le territoire. Des manifestants ont d'ailleurs commencé à protester ce matin à Albert. Ça a donné lieu à quelques séquences assez rocambolesques et assez mouvementées. Vous les avez vues en direct sur l'antenne de CNews. Des manifestants qui attendaient de pied ferme Emmanuel Macron. Et ils ont dénoncé, je cite, son dédain pour la ruralité. On va regarder une des nombreuses séquences qui ont émaillé cette journée. Un jour, ce sera peut-être votre fille ou votre fils qui sera là. Vous le pousserez aussi pour partir. Vous pousserez aussi pour partir, votre fils ou votre fille. Pourquoi êtes-vous là, madame, aujourd'hui, dans cette manifestation ? Pour manifester contre la politique générale de Macron. Quoi. Et là, je me rends compte que je parlais de lui en quelqu'un de dédaigneux, de méprisant, mais c'est encore pire que ça. C'est un dictateur, c'est du totalitarisme. On ouvre une page justice à présent avec ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, enfin, nous revenons à la normale judiciaire. Un juge d'instruction est désigné. Nous sortons des griffes de l'arbitraire dans lequel sont abandonnées 97% des procédures qui passent directement de l'enquête préliminaire au tribunal. Mario Bazac, bonsoir. Vous êtes du service police-justice de CNews. Le président du groupe La France Insoumise qui réagit ainsi à l'ouverture de 2 informations judiciaires qui le concernent, lui et son parti, d'une drôle de manière, dirons-nous. Oui, mais en fait, il réagit ainsi
puisque c'est ce qu'avaient demandé les avocats de la France Insoumise, que soient ouvertes 2 informations judiciaires dans ces 2 affaires. Pour l'instant, on était au stade de l'enquête préliminaire et désormais, en fait, pour ces 2 affaires, il y a pour chacune un juge d'instruction qui a été saisi. Les avocats de la France Insoumise, ils vont donc pouvoir accéder au dossier. C'est ce qu'ils réclamaient. Ils doivent donc être satisfaits. 2 informations judiciaires ont été ouvertes contre X. La première, elle concerne donc les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017 et des soupçons d'irrégularité. Elle a été ouverte notamment pour escroquerie et abus de confiance. La seconde information judiciaire, elle concerne cette fois des soupçons d'emploi fictif présumé d'assistants au Parlement européen. Cette information judiciaire, elle est ouverte notamment pour détournement et recel de détournement de fonds publics. Et les investigations, elles ont été confiées, comme lors de l'enquête préliminaire, à l'Office central de lutte anticorruption. Merci beaucoup, Marie, pour ces premières précisions. C'est un dossier, évidemment, qu'on va continuer à suivre dans les prochaines semaines, en votre compagnie et en compagnie de Sandra Buisson, également, qui vous accompagne dans ce service. Dans un instant, regard sur l'actualité, c'est la suite de Punchline, avec tous nos invités en plateau pour débattre. À tout de suite. Punchline, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va porter ensemble un regard sur l'actualité en compagnie de nos invités. Je vais vous les présenter dans un instant. On va évidemment s'attarder à cette semaine de commémoration du 11 novembre qui est peut-être en train de tourner au cauchemar pour Emmanuel Macron. L'itinérance mémorielle devait être le moyen pour lui de reprendre la main, mais finalement se transforme en chemin de croix à peu près partout où il se rend. C'est un parcours jalonné de mécontents. Bonsoir Christine Kelly. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique et chroniqueuse sur l'antenne de CNews. Merci de nous avoir rejoints, de m'épauler pour chaque émission désormais, le vendredi. Stéphane Rosès, en face de vous, président de CAP, enseignant à Sciences Po et à HEC. Merci aussi d'être là, au rendez-vous de Punchline. À vos côtés, Emmanuel Sophie, vous êtes journaliste au JDD. C'est notre première rencontre sur ce plateau. Ravi de vous avoir à nos côtés également. Alors, on le disait, c'est une itinérance qui paraît un peu minée. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est attendu. Je vous propose de regarder cette séquence qui a peut-être le plus choqué et qui l'a obligé à un rétropédalage sur Pétain. Regardez. Dans nos maréchaux de la Première Guerre mondiale, il y avait Pétain. Il a été un maréchal, il a été un grand soldat, il s'est battu avec d'autres. Et c'est la vérité historique. Et il est évident, je l'ai moi-même dit dès juillet 2017, en tant que président au Veldiv, il est évident que le même maréchal Pétain, héros de 14-18, a été un dirigeant terrible qui a conduit l'État français et qui a porté des décisions au nom de l'État français impardonnables, qui lui ont valu l'indignité nationale. Terrain miné, on le rappelle. Cette affaire Pétain, on va commencer avec vous, Emmanuelle Sophie. C'est votre baptême du feu. Voilà, c'est ça, c'est la grande bataille. Ouais. C'est un vrai faux pas. Est-ce qu'il mesurait la portée de ce qu'il a dit ? Je pense qu'il a été pris par une forme de spontanéité, sans doute, une spontanéité assez malheureuse, je pense, d'un point de vue... alors certes, historiquement, on peut faire la part des choses entre l'homme de 14 et l'homme de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'opinion publique, ça reste la figure de Pétain, c'est pas la figure du grand homme de la Première Guerre mondiale. Et d'autant plus reprise par certains courants politiques d'extrême droite, vous voyez. Alors, moins maintenant, évidemment, et doit aujourd'hui un président de la République appuyé comme ça sur des stigmates, des déchirures de l'histoire. Cette pratique du en même temps à l'épreuve de l'histoire peut être un petit peu complexe. Alors je sais, voilà, pour moi personnellement, je trouve qu'on arrive sans doute un petit peu aux limites de cette pensée complexe que le président à chaque fois veut détailler, appuyer, mais qui n'est pas forcément comprise, audible par la population. Surtout que là, il s'est expliqué dans le reportage, dans le sujet que vous montriez, mais sur le coup, vous voyez, c'était 2 mots, 2 phrases qui ensuite tournent en boucle sur les réseaux sociaux, chaînes d'infos, etc. Et du coup, on en oublie en fait le pourquoi, du comment et cette espèce de réconciliation. Je veux dire, l'itinérance, elle était aussi là pour le président de la République, d'aller à la rencontre des Français. Là, on voit que c'est plutôt un punchline, si je puis dire, auquel... On va y revenir parce qu'évidemment, il y a l'affaire des Gilets jaunes, il y a le mécontentement grandissant du 17 novembre qui se profile. Stéphane Rosès, sur cette affaire Pétain, ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il est forcé de faire du colmatage à chaque fois, mais d'une certaine manière, on a aussi l'impression qu'il y prend un malin plaisir parfois. Est-ce que je me trompe ? Un malin plaisir dans la méthode, c'est-à-dire qu'il se remet à chaque fois dans le rôle de celui qui fait de la pédagogie. Et c'est quelque chose qui lui tient à cœur quand même.
Je pense que là, la séquence était conçue, pensée, effectivement, pour faire passer le message qu'il renouait avec les Français, qu'il faisait de la pédagogie et qu'il indiquait qu'il n'était pas le personnage arrogant qui était en haut. Bon. Les choses qui avaient choqué quand il dit à un chômeur il faut traverser la rue choquent parce que au fond, la philosophie d'Emmanuel Macron, c'est l'idée que c'est l'émancipation individuelle dans un cadre collectif, mais il ne se rend pas compte, je parle sous votre contrôle, à quel point l'histoire sociale de la France est une histoire collective. Ouais. Le salut, sinon les protestants l'auraient emporté, le salut, la grâce, la réussite ne peut pas être individuelle, c'est collectif. Donc, il utilise des formules souvent qui correspondent à sa philosophie et il ne voit pas l'écart qu'il y a par rapport aux représentations des Français. Et là, il peut s'enferrer, ne pas comprendre. Bon, là, je crois que sur l'affaire Pétain, c'est un peu différent. D'abord, sur le fond, il ne dit pas plus ni moins que ses prédécesseurs. Au fond, il dit pareil que ses prédécesseurs. Et les historiens peuvent dire que Pétain a contribué, comme les autres maréchaux de France, à la réussite, avec ce qu'était l'homme Pétain, qui fait qu'il a été promu par la Troisième République face aux Allemands, parce que justement l'image de Pétain, c'était le vainqueur de 14-18. Sauf que Pétain, au lieu d'apparaître comme un bouclier face aux nazis, il a collaboré, et donc il y a un détournement de capital, d'entourage, bon, ne rentrons pas dans les détails de l'histoire. Donc, mais ce qui m'intéresse là, c'est au fond pourquoi, c'est-à-dire que la bronca contre Emmanuel Macron est révélatrice qu'il n'arrive pas à reprojeter le pays dans l'avenir. Et c'est ça le problème de son itinérance. C'est qu'on va chercher dans le passé des motifs de division, alors que ce qui assemble les Français, c'est pas un accord sur l'histoire qui a toujours été problématique chez nous. C'est un avenir commun, et c'est là-dessus où il peine à donner sens au chemin qu'il propose aux Français. Puisqu'on parle de lui, on va continuer bien sûr cette conversation. On va retourner sur le terrain. Loïc Signor, vous continuez de suivre l'itinérance du chef de l'État. On a l'impression qu'il est quelque peu chahuté dans son contact là en ce moment. Alors en fait non, les gens qui se sont rassemblés ici autour de la mairie de Péronne attendaient justement de voir le président de la République et s'impatientaient un petit peu. C'est pour ça qu'il y a sans doute eu quelques sifflets avant son arrivée, mais là l'accueil est plutôt chaleureux. Au contraire, Emmanuel Macron, après avoir salué le maire de la ville, est venu directement au contact des gens. Nous sommes un peu essoufflés car il faut bien le suivre. Il a couru, nous avons couru et lui était en voiture, mais a décidé finalement de s'arrêter auprès de cette population comme il l'a fait tout au long de cette itinérance mémorielle définitivement très politique pour Emmanuel Macron. L'objectif pour lui est évidemment, pardon pour les images qui bougent, mais c'est évidemment le lot de tous les bains de foule. Regardez, elles vont se stabiliser, les images de Florian Paume en direct ici à Péronne et Emmanuel Macron qui on va l'écouter. Regardez, il était avec un retraité. On le fait déjà pour les jeunes, pour les travailleurs. D'accord. Pour faciliter le retour à l'emploi adapté, développé dans les ESAT. Donc on a continué cet engagement, ce qu'on appelle d'être plus inclusif, donc permettre à chacun d'avoir un... J'ai dit aux copains. Non, mais je reviendrai officiellement pour le canal, rassurez-vous. Et on tiendra les engagements. Merci. Donc vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre à pas tenir mes engagements. Merci à vous. Bonjour Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Monsieur le Président. Merci à vous. Merci d'être là, vous êtes adorable. Prenez soin de votre santé aussi. Oh, vous êtes adorable. Mais ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous êtes gentil. Bonjour Monsieur le Président. Merci d'être là. Merci à vous d'être venu. Je sais que vous faites beaucoup pour nous, pour les salariés. Merci de penser à nous. Sincèrement, si vous avez encore quelque chose à faire pour nous, défiscaliser les heures supplémentaires s'il vous plaît, pour les copains, pour les salariés. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Sincèrement, je ne savais pas. L'année prochaine, à partir du mois d'octobre, on va essayer de l'avancer au mois de juillet avec le ministre et le Parlement. On enlèvera les cotises sur les heures sup. Merci beaucoup. Et pensez aussi à nos retraités. Je sais ce que vous faites pour les CSG RDS, mais pensez aussi à nos retraités parce que avant nous, c'était eux les salariés. Mais je sais. Et il faut aussi
il faut aussi pas trop leur prendre, sincèrement. Non, c'est pour ça que pour pouvoir payer leur retraite, j'ai besoin de remettre tout le monde au travail et de m'assurer que le travail paye bien. Dites-le à nos patrons aussi ça alors. Merci. Merci. C'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on passera aussi sur l'intéressement. Merci à vous. Monsieur le Président. Merci à vous. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous allez bien? Merci à vous. Merci. Non, je bouge pas. Flo, reste. Je peux remonter sur Bonjour. Vous allez bien? Mais criez pas comme ça. cool qui pourrait madame. Traversez le trottoir, vous avez du boulot. Non, j'ai dit à un jeune qui était à Paris. Oui. Je me rappelle, je l'ai vu. Eh ben les cafés d'en face, ils m'ont tous dit, nous on recrute. J'ai dit traverser le trottoir, vous avez du boulot. Eh ouais. Parce que pas partout. J'en ai 58 ans et je suis toujours à mi-temps. Vous avez un travail? Oui, mais à mi-temps. Et vous voyez plus? Faire plus. Eh ben, vous allez venir, on va regarder votre dossier. Parce que ce matin, il y a une jeune fille qui m'a demandé, qui était en CDD, on lui a débrouillé le CDI. Si vous voulez travailler à temps plein, eh ben, on va vous aider. Vous allez venir, je vais voir avec votre employeur pour le faire. Mais à Paris, moi, je peux vous dire, dans les cafés-restaurants de la rue dont je lui parlais, les journalistes ont fait le test, ils recrutaient tous. Ils recrutaient tous. J'en ai 58 ans. Eh ben oui. Pour travailler, puis je dis là, j'ai du mal à vivre. Je dis c'est honteux. Le peuple français, je suis français, c'est honteux de voir ça. C'est pour ça que moi je suis pour que tout le monde puisse retrouver un travail et en vivre. On est bien d'accord. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Former ceux qui n'ont pas de formation et puis aider, pousser, enlever la précarité parce qu'il y a trop de... J'ai pas le droit de prime, d'activité, rien du tout. Vous êtes à combien vous de salaire? Moi, je fais 550 € par mois. Ah, vous avez de la prime d'activité là? Non, j'ai pas le droit. Ah, ça m'étonne. J'ai pas le droit, j'ai fait la demande, j'ai pas le droit sur internet. Oh! Ah oui. Prenez-moi, je vais vous dire, je pense que vous l'avez, je pense qu'ils vous ont en papaouté. Trouvez-moi un conseiller ou la chose. Vous allez venir parce que à la fois pour vous avoir un temps plein et la prime d'activité, vous y avez droit à ce que vous me dites. Venez voir là. Monsieur, ce qui vous intéresse, c'est cas concret, monsieur le Président. Comment ça va? Cas concret, ça vous intéresse Oui, énormément. Et d'être au contact. Ah, bah alors l'apprentissage, on vient de passer une réforme. C'est ma fille qui voudrait. Elle est où? C'est vrai? Tu t'es inscrite ou pas? Oui. En quoi? Pas parce qu'il n'y a pas 7 élèves. Mais c'est en quelle formation? Macro-Sapat. Et mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Avec les enfants, aussi à péricultrice. Bon, là-dessus, sur cette formation, on va regarder. Vous êtes encore au lycée? Oui, de Péronne. Bon, le conseiller d'orientation, il vous a aidé à trouver la bonne filière parce que... Oui, j'ai mon maître de stage, tout ça, mais comme il n'y a pas 7 élèves, on ne peut pas. Ils n'ont pas ouvert la section? On peut peut-être vous rattacher à une autre, hein, parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. La rectrice, elle est là? Monsieur le préfet, il est où? Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Il est là. Là, il y a un cas concret. Il faut m'attraper le monsieur qui est là déjà. Monsieur le préfet François-Xavier. Vous allez l'attraper parce que le monsieur, à mon avis, il a droit à la prime d'activité telle qu'il me décrit les choses, d'une part. Et il a droit. Si, moi je pense. Donc il a été mal conseillé. Et il veut travailler à temps plein. Donc on va débrouiller l'affaire avec son employeur comme ce matin. Donc regardez tout de suite. La jeune fille, elle veut avoir une formation. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'élèves à Péronne. Je pense qu'on peut la rattacher avec les équipes pédagogiques à un autre établissement pour qu'elle puisse faire son apprentissage. On peut régler ça tout de suite? La rectrice était là. Oui. Faites-moi prendre tout de suite les coordonnées, on règle la chose. Oui, d'accord. S'il vous plaît, excusez-moi. Je dis quand même à tout le monde. Hein. Je vais pas... travaille à la ville de Péronne aussi. Oui. Et là, maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas de sous pour me reprendre là-dedans. C'est honteux. Non, c'est pas honteux. Non, là, c'est pas... Non, c'est pas honteux. Là, je travaille. Bon, là... Faut plutôt qu'on débrouille l'affaire dans votre travail. Mais l'avenir, c'est pas forcément d'être embauché par l'État ou une collectivité, parce que c'est avec vos impôts aussi. Oui, voilà. Donc, je vais pas vous dire... Non, mais regardez votre affaire, parce que je suis sûr de mon coup. Hein. Qui me décrit. Merci à vous. Merci à vous. Ah, absolument. Il faut être concret, apporter des solutions. Comment allez-vous? Ça va, mademoiselle? Vous allez bien? Merci à vous d'être là. Merci, monsieur, dame. Ça va, mon grand? Bonjour. J'arrive. Bonjour, madame. C'est-à-dire que... Loïc Signor, dans la foule. Est-ce que Loïc Signor m'entend?
Oui, je vous entends, Nelly. Passionnant cette séquence, Loïc. Elle est tellement emblématique, tellement révélatrice de tout ce qu'on a vu ces derniers jours et même avant, puisque ça fait aussi appel et référence à ces fameuses journées du patrimoine et à ce jeune qui l'avait interpellé. Et là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, eh bien, il s'attelle à gérer au cas par cas et en direct, il interpelle les uns et les autres autour de lui pour leur demander de s'enquérir de la situation de chacun. C'est très intéressant quand même comme séquence. Exactement. Exactement, Nelly. C'est exactement ce que vient de faire le président de la République qui, tour à tour, interroge les personnes qui sont présentes ici à Péronne sur leur situation socio-professionnelle et demande à ses conseillers, demande au préfet d'examiner sur le champ la situation de chacune de ces personnes. Un retraité, un chômeur, une jeune étudiante qui est à la recherche d'une formation, qui est au lycée ici à Péronne. Le président de la République tient dans un élan aussi, il faut bien le reconnaître, de communication politique, car les caméras et les micros sont là, à régler ou en tout cas à se montrer très enclin à régler les problèmes de chacune de ces personnes présentes ici. Il n'y a pas que des soutiens, il faut bien le souligner, il y a aussi des opposants, des gens qui sont curieux aussi de savoir ce que le président a à leur répondre. Et effectivement, cela fait écho à ce qu'avait dit ce jeune horticulteur dans la cour de l'Elysée lors des Journées du patrimoine. Ce que vient de lui dire ce monsieur, eh bien, Emmanuel Macron se montre étonné. Vous n'avez pas la prime d'activité, eh bien, nous allons régler ça sur le champ. C'est un cas concret qu'il faut étudier jusqu'au bout de cette itinérance définitivement très politique. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de l'État va effectuer cette opération reconquête au contact des Français toujours. C'est le mot d'ordre et on s'en réjouit du côté de l'Elysée. Reste à savoir maintenant si cette stratégie sera payante ou non à l'avenir. Luc Signor, vous restez en stand-by pour nous, bien évidemment. Si d'autres paroles, d'autres séquences fortes interviennent lors de cette déambulation, vous nous faites signe et on revient tout de suite vers vous. Christine Kelly, une réaction peut-être à ce qu'on vient de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne ménage pas sa peine, Emmanuel Macron. Et il essaie aussi d'apprendre des erreurs du passé. Oui, il essaie d'apprendre des erreurs du passé. Il est au contact. Au début de son itinérance, le premier jour, je me rappelle qu'on disait qu'il n'allait pas sur le terrain. Il est sur le terrain. Il va au contact. Il tombe même dans le rôle du DRH, de Pôle emploi, ce qu'il n'avait pas fait la fois d'avant, de conseiller d'orientation, ce qui est assez surprenant. Et c'est là le risque pour lui, parce que entre aller au contact, corriger ses erreurs, être au contact de la population et être non pas Jupiter mais Bibi, il y a quand même le risque effectivement de tomber trop bas et de perdre la stature de présidentiable. Est-ce que c'est son rôle? Voilà, c'est là la question qu'il faut se poser. Oui, aller au contact. Jamais on n'a vu autant de Français comme ça parler sur le terrain. Jamais on n'a vu un président de la République comme ça faire une telle itinérance. On va y retourner. Là, il y a une vieille dame, une dame âgée qui est en train de l'interroger sur son pouvoir d'achat. Non, mais vous savez, attendez, vous avez expliqué parce qu'à 8 €, vous n'avez pas d'augmentation de la CSG. Non, c'est pas possible. Non, mais je blague pas. À 800 €, vous avez quel taux de CSG? Vous n'avez pas le taux normal de CSG normalement. Au total, avec ce que c'est légal, ça me fait 75 € qu'on me retire. Alors ça, c'est pas possible. Attendez, je vais revenir sur le gasoil, je parle à la madame sur la CSG. Si vous avez votre feuille de retraite, pas loin, vous pouvez la faire porter là? Non, mais vous pouvez la faire porter là, qu'on comprenne ça? Là, moi je suis là pendant 3 quarts d'heure. Vous pouvez la faire porter à un conseiller? Non, mais vous habitez loin ou pas? Non, je blague pas. Si vous êtes à une retraite de 800 €, c'est pas la CSG qui a augmenté, c'est peut-être la complémentaire qui a baissé ou autre, mais c'est pas l'État, ça. Ça, je blague pas. Par contre, l'État, lui, il a baissé la taxe d'habitation d'un tiers. Non, mais l'État n'a rien pris sur la retraite. L'État, il a augmenté d'1,7 point la CSG, l'État. 1,7 point. Si vous avez une retraite telle que vous la décrivez, ça fait d'abord, normalement, vous n'avez pas l'augmentation, mais ça fait pas 10 € par mois d'augmentation. Donc c'est pas possible. Et à côté de ça, votre taxe d'habitation, elle est bien plus importante. Donc la décision du gouvernement, elle a augmenté le pouvoir d'achat. Et dans 2 ans, on aura totalement supprimé la taxe d'habitation. C'est une mesure pour les classes moyennes. Moi, je vous rejoins. Alors c'est vrai que ça va pas assez vite, je comprends, monsieur. Je respecte ça. Mais on va continuer. Alors le gasoil, les 3 quarts de la hausse, c'est pas nous. On fait pas notre pétrole. Donc c'est pour ça, quand vous me voyez me battre au Moyen-Orient, ailleurs, pour éviter les crises, c'est pour pas que le gasoil il s'envole. Là, il s'est beaucoup envolé. Il est en train de baisser. Non.
non. Quand je regarde les prix mondiaux, ils commencent à baisser. Donc là, c'est pour ça qu'hier, on a demandé au ministre de réunir les distributeurs, les pétroliers, pour qu'ils répercutent la baisse. Nous, c'est vrai que les taxes, elles sont importantes, je le reconnais. C'est malgré tout très minoritaire dans la hausse. Mais pourquoi on fait ces taxes? Pour pouvoir financer l'hydrogène dont me parle monsieur, l'électrique, les nouvelles manières de faire, la prime à la conversion. Bon, donc ça, on en a besoin. À côté de ça, non, mais non, l'électricité chez nous, elle n'est pas si chère en France. Donc ça, on doit le continuer. Par contre, les gens qui travaillent, qui ont besoin de se déplacer, et pour qui c'est une charge, il faut qu'on les aide. C'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement, au Parlement, voilà, de faire un coup de pouce, un genre d'indemnité kilométrique. Donc voilà. Non, ça va être au prorata de ce que vous avez pour vous déplacer. Donc je sais bien que on fait souvent des raccourcis. Moi, j'entends beaucoup de bêtises. Je sais bien que tout le monde voudrait mieux vivre. Non, mais beaucoup de bêtises dans les commentaires. Je dis pas vous. Là, nous, on se parle de manière très calme. Mais il faut que vous compreniez ce qu'on est en train de faire, qui est de tout faire pour investir sur l'éducation, la formation et le travail, pour remettre tout le monde au travail et faire que le travail paye mieux. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Moi, on a encore remis. À Maubeuge, on a remis l'industrie. À Amiens, on s'est battu. Le Whirlpool qui était foutu. On a remis des gens qui ont recréé de l'emploi. Je vais me battre pour en refaire. Le canal, on va le faire pour qu'il y ait de l'industrie. Donc, je veux dire, on va y aller. On va y aller. Ouais, mais allez-y, mais le gasoil, ne touchez pas. Mais le gasoil, il n'y a pas que moi, c'est ça que je vous dis. Donc, on va accompagner. Je suis pas tout là-haut, je suis avec vous. Je suis pas tout là-haut. Et croyez pas qu'il y a quelqu'un sur un bouton tout là-haut qui est tout seul qui appuie. C'est pas vrai. Moi, je suis avec vous. Je veux que le pays s'en sorte. Et le pays s'en sortira. Regardez dans quelle situation depuis 30 ans. On ne s'en sortira pas du jour au lendemain. Et on s'en sortira pas tous. Mais on va y arriver, tous ensemble. Je sais que c'est dur. À mon avis, votre cas, il y a un problème. Non, c'est pas vrai. Mais les retraités qui payent vos retraites sont ceux qui travaillent. C'est pour ça que j'ai besoin que les gens qui travaillent davantage et que ça paye mieux pour eux et pour qu'ils puissent payer votre retraite. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui sont pas au travail, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences, soit parce que le système les a pas assez encouragés à y aller. C'est ça le drame. Donc il faut que on reparte tous ensemble. Donc moi j'entends qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol, mais la solution, elle n'est pas simplement là-dedans. Il ne faut pas bloquer les choses qui avancent. Par contre, on va aider ceux qui sont dans cette situation-là, croyez-moi. Si vous pouvez aller me chercher votre feuille, il y a quelqu'un qui la regardera. Merci à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je voulais juste savoir... Merci à vous. Oui, je viendrai l'annoncer moi-même. Et on le fera avec l'ensemble des collectivités. On compte sur vous, on a voté pour vous, mais on commence à perdre patience, Monsieur le Président. Mais ne perdez pas patience, parce que vous ne pouvez pas me demander de faire en 1 an et demi qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Je chôme pas depuis 1 an et demi. On perd confiance. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses et on subit plein de choses. Moi, je travaille depuis 56 ans. J'ai 70 ans et j'étais commerçant. Si je vous dis ma retraite de commerçant, j'ai pas grand-chose. Non, mais vous venez parfaitement de décrire une situation. Moi, j'y peux rien. J'étais pas président quand vous étiez au travail. Et donc, c'est pour ça que moi... J'ai un grand respect pour vous. Il va vraiment falloir nous aider. Mais sincèrement, on va tous s'aider mutuellement. Et c'est pour ça, c'est pour des situations comme les vôtres que je veux qu'on réforme notre système de retraite. C'est que j'ai besoin qu'on ait un système plus juste pour tout le monde. Simplement, les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, moi je veux préserver leur situation. Je sais que j'aurais demandé un peu d'effort en début de quinquennat. Les choses vont s'améliorer, mais j'ai besoin d'eux pour remettre toute la France au travail. Mais je ne changerai pas leur registre de retraite, je vais le changer pour la génération qui vient. C'est la clé. Vous parlez de la France au travail. Moi je suis un Français qui travaille depuis l'âge de 14 ans. Mais je le sais, monsieur, on en a besoin. Et je travaille encore. Enlevez-le-moi. Là aussi, monsieur. C'est madame. Allez-y, enlevez-le-moi. Et de l'autre côté, la même chose. Et puis montrer qu'il faut expliquer, il faut réconcilier. Monsieur le Président, merci à vous. Je vous présente ma Brigitte à moi. Hein. Ah, ben je l'ai vu, je savais pas que c'était la vôtre. Merci à vous. Continuez. Loïc Signor, Emmanuel Macron, donc toujours au contact, ça fait pratiquement une demi-heure qu'il s'adonne à cet exercice maintenant et évidemment tous les sujets sont balayés. Alors là on est revenu à la problématique de l'augmentation du gazole. C'est très intéressant mais on se dit il ne va pas pouvoir traiter comme ça les problèmes de 66 millions de Français. Ceci dit on a bien compris la méthode, il s'agit d'argumenter, on sent qu'il aime ça, argumenter mais sans s'énerver. Voilà. J'ai plus le câble en fait. Alors Loïc,
Signor s'est absenté momentanément, il suit, et on le comprend bien, toujours le président dans cette foule, peut-être avec un peu de difficulté, parce qu'il faut capter le bon moment. Christine, quelle est une réaction à chaud peut-être? Oui, je voulais quand même rajouter que ce qu'on voit sur le terrain, moi qui ai suivi en tant que jeune journaliste des politiques sur le terrain, on dirait un homme politique sur un marché en campagne. Oui. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Ou bien, sur le marché le dimanche, la fille de la boulangère, qu'est-ce que vous avez comme problème? Comment puis-je vous aider? Et ça, c'est vraiment le comportement d'un élu de terrain. Les maires dans leur commune, voilà, c'est ce qu'ils font le week-end sur les marchés. Exactement ça. Est-ce que c'est le rôle d'un chef de l'État? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être qu'il en sortira du bien, mais est-ce que c'est le rôle? Autre question, il fait de la pédagogie au cas par cas, la pédagogie de sa politique. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'il n'est pas aidé? Où sont ceux qui devraient l'aider à propos de la pédagogie? On a l'impression que c'est un chef d'État, justement, qui vient recoudre, mettre, comme vous disiez tout à l'heure en off, du sparadrap un peu sur ce qui manque, sur les petits problèmes, parce qu'il n'y a pas de ténor dans sa politique, de grands ministres, de grands porte-parole pour l'aider, pour faire de la pédagogie de terrain. Emmanuelle Souffi, oui, on est trop dans le micromanagement là? Oui, mais il ne faut pas oublier, le président, il est arrivé directement à la Case-Élysée. Oui. Les marchés le week-end, alors ça lui a manqué, je ne suis pas sûre. Mais en tous les cas, c'est son tour de chauffe, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, il n'a jamais eu un mandat local, municipal, départemental ou régional. Donc ce côté un peu, alors il a un côté spontané quand même. Ça lui, on peut trouver ça parfois un peu des boulettes ou de la provocation. Je ne sais pas où la frontière se niche, mais en tous les cas, il apprécie ça et je pense que c'est aussi une première. Enfin, c'est des choses qu'il a fait certes en campagne pendant les présidentielles, mais il ne l'avait jamais fait avant. Voilà, on a un président qui est arrivé direct à la Case-Élysée. Donc le côté terrain, ce qui lui a d'ailleurs été toujours reproché quand même un peu comme un boulet, c'est de jamais avoir été au contact. Bon là il y va. Alors avec un côté un peu Monsieur Michu peut-être, que certains vont trouver forcément démago. Je pense que ça peut être aussi assez audible dans la population. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez toutes les questions, c'est sur le travail, l'emploi, le chômage et le pouvoir d'achat. Donc c'est là-dessus que en fait la politique du gouvernement se tourne, s'axe, mais c'est là-dessus qu'elle n'est pas du tout comprise et pas du tout entendue. Ça lui permet, Stéphane Anzès, de voir se dégager les grandes problématiques auxquelles il va devoir s'atteler, les grands points de mécontentement. Mais c'est vrai que ce côté town hall meeting, c'est un exercice un peu différent pour lui, un peu nouveau. On n'est jamais quand même à l'abri du dérapage, c'est toujours un peu tendu. Oui, mais il contrôle sa parole. Vous voyez, c'est très différent. Il a le même activisme, la même énergie, la même soif de persuasion que Nicolas Sarkozy, mais il garde toujours, il n'abaisse pas la fonction, même quand il est interpellé durement. Deuxièmement, effectivement, ça a été dit à juste titre, il veut montrer qu'il connaît la vie quotidienne des Français, que concrètement il peut donner les réponses. Monsieur le préfet, si vous pouvez suivre telle ou telle chose, la polarité sur les questions sociales et il utilise, comme s'il était à une émission de télévision face à un panel de Français. En direct, oui. Il utilise ces conversations avec les uns les autres pour dire, vous voyez, vous me reprochez d'en faire trop pour les entreprises, mais c'est quand même l'activité actuelle qui paie les retraites, puisqu'on est dans un... En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer aux Français qu'il doit gérer maintenant tout ce qui n'a pas été fait avant dans des réseaux de contradictions. Mais là arrive la limite. Si on prend la métaphore de ce chemin, de cette itinérance-là où a eu lieu le grand conflit mondial, c'est un peu comme si Grand Maréchal ou Clémenceau, il débarquait et il disait aux soldats, bon, alors vous avez assez de munitions et la soupe, elle est bonne et je vais demander au sergent là quand même de vous... Mais au fond, on n'attend pas de Clémenceau qu'il s'occupe du quotidien. On attend du président de la République qui dise où il conduit le pays, est-ce qu'il renforce le modèle social ou est-ce qu'il l'adapte à l'extérieur. Quand Merkel lui dit non, je ne bougerai pas, qu'est-ce qu'il fait? Au fond, c'est ça le problème, c'est qu'il demande au pays d'intérioriser des contradictions qui sont les siennes, où il faudrait s'occuper du quotidien. Évidemment, on peut améliorer le quotidien, mais c'est pas ça le sujet des Français. Le sujet des Français, c'est les efforts qui nous sont demandés
sont-ils justifiés ou est-ce qu'un tonneau d'Anaïde qui fait que, comme les prédécesseurs, on nous demande sans cesse plus sans qu'on puisse voir la finalité de ce que nous faisons? On va retourner sur place momentanément. Il est en pleine discussion avec un agriculteur, nous dit-on. Un texte important pour que les prix, justement, correspondent mieux aux investissements. Donc ça, on va continuer à le faire. Là, on va adapter aussi le système pour la sécheresse, parce qu'elle ne prend pas bien en compte en France et Grand Est, il y a eu beaucoup de sécheresse et beaucoup de gens qui ne sont pas assez indemnisés parce que le système n'était pas bien fait. C'est la première fois qu'on a ces événements. Donc là, il faut tenir. On passe aussi... généraux de l'alimentation, ça nous fait peur aussi. Mais non, ils sont finis. Ils sont finis. Là, la loi est passée. Oui, pour justement avoir plus de leviers. Dites-moi lesquels vous font peur. L'article 14 sur la réduction des phytosanitaires. Vous savez, demain, qu'est-ce qu'on va récolter si on n'a plus de phytosanitaires? C'est pour ça. Mais ça, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va récolter? C'est ce qu'il faut expliquer dans le débat national. En particulier, là, on a les médias qui sont là. C'est important parce qu'on est clivé entre des gens qui voudraient qu'on aille plus vite sur le glyphosate et qu'on interdise tout, puis des gens comme vous qui me disent à juste titre, moi ça me fait peur parce que si on m'interdit tout, je pourrais plus être compétitif. Évidemment. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est le contrat de solution avec l'ensemble des agriculteurs. C'est que partout où on le peut, en préservant la compétitivité, on trouve des substituts et on trouve des solutions. Il faut de toute façon réduire notre part de consommation de phytosanitaires, c'est l'avenir. Oui, c'est sûr. Et donc il faut simplement que chaque agriculteur, un jeune comme vous qui s'est installé, on l'aide à investir pour changer de modèle, parfois changer de type de culture, de faire de l'assolement. Et c'est ça qu'on va faire. Il faut nous aider. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce grand plan d'investissement agricole. Et donc moi je veux le faire avec les interpros, je les ai toutes réunies, et qu'on puisse avancer là-dessus. Et donc il faut ni dire on ne changera pas de modèle, il ne faut pas que ça bouge, c'est pas ce que vous me dites, ni dire il faut interdire tout de suite le glyphosate ou toute forme de pesticide parce que vous en sortiriez pas. C'est toute la complexité du système d'aujourd'hui, on est parfois pris entre toutes les oppositions. Il faut tenir la voie juste. La voie juste, c'est celle de cette transition qu'on doit mener, du changement qui est bon pour tout le monde. Donc on vous aidera à le faire. On est prêt à évoluer. Donc on va mettre des prêts avec des appels à projets pour les agriculteurs. On va mettre en place un site pour tous ceux qui sont prêts à bouger pour sortir du pesticide et ils auront des financements et de l'aide. Et après, on a mis en place aussi, ce sera voté avant la fin d'année, un système pour que vous puissiez aussi déduire vos pertes les mauvaises années, avoir des provisions qui s'adaptent mieux. Mais ne lâchez rien, on a besoin d'une agriculture, d'une alimentation à la France. On compte sur vous. Merci. Merci. Bonjour, ma chère. Alors, on va revenir en plateau. L'image est un petit peu, vous le voyez, figée en ce moment. Mais il n'empêche, il nous donne quand même matière à commenter. Christine Kelly, là, il était donc en grande conversation avec un agriculteur. Jusqu'à quand ça peut durer, cette méthode? Parce que là, on a le sentiment qu'après le 11 novembre, eh bien, ce genre d'exercice va se reproduire. C'est ce qu'annonce l'Élysée. Il ira au contact aussi souvent que possible. C'est prévu. Est-ce qu'on va regarder aussi ce que ça donne dans l'opinion? Ça va être au gré des opinions et des sondages. Moi, je pense que c'est très bien d'aller au contact. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Jusqu'à dimanche, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va en rester justement de cette itinérance? Le côté chef d'État, mémorial, centenaire de la fin de la guerre, ou bien ce côté au contact? Qu'est-ce qui va en rester? C'est la question qu'on se pose. Aller au contact, c'est bien. Trop souvent, attention. Parce que justement, qu'est-ce qui réclament les gens sur le terrain? Comme disait Emmanuel, du travail, des actes, du résultat. Et il faut des résultats. Ce qui est intéressant quand même à noter en positif, c'est qu'aussi le chef de l'État, il connaît ses dossiers. Il est capable d'affronter et de répondre là, il connaît parfaitement ses dossiers. Ça, on le savait aussi. Au niveau de la communication, jamais on a vu un chef de l'État faire ça. Jamais on a vu justement ce type de communication. Et sur 1 an et demi depuis qu'il est au pouvoir, il faut remarquer l'évolution de sa communication. Au départ, attention, contre-inverse de Hollande, c'est-à-dire je ne parle pas dans les médias, je fais, il y a eu aussi d'ailleurs une séquence aujourd'hui Facebook Live, je fais du Facebook Live mais je ne parle pas aux médias, je tiens les journalistes à l'écart, justement les journalistes ne sont plus à l'Élysée par exemple pour le mercredi, le jour de Conseil des ministres, toute cette séquence. Et aujourd'hui, petit à petit, il s'est rapproché, il a fait des débats sur Europe 1, un peu partout, et là il se rapproche de plus en plus et il fait sa propre communication. Et justement, exactement comme vous disiez tout à l'heure, son émission télé à lui, en direct. Et ça, c'est extraordinaire. En ayant, je parle au français, je réponds à qui je veux, je réponds aux... Pas de médiation de journalistes, pas de médiation d'experts, de politologues. Voilà. C'est le contact direct. Trump dans tweet. Le circuit court. Voilà, circuit court, voilà, absolument. Du producteur au consommateur et lien direct d'incarnation. Donc Trump. Un peu de la politique réalité, quoi, comme la télé-réalité. S'adresse directement aux Français, sauf que, effectivement, on converge
pour dire tout ça c'est très bien, mais c'est pas là où il est attendu essentiellement. Quand face à Jean-Jacques Bourdin qui lui dit où emmenez-vous les Français, Monsieur le Président, il dit j'espère qu'à la fin de l'émission on le saura, où les historiens diront. Et cette esquive a été le début, je dirais, du délitement du lien avec les Français avant l'affaire Benalla. En tout cas, ça présente un avantage certain, c'est que pendant ce temps, en étant en lien direct avec sa propre télé-réalité avec les Français, il occupe l'espace médiatique et il ne laisse pas de champ à ses adversaires. Ces derniers jours, il a été omniprésent et les autres sont devenus quasi inaudibles. Il est tellement dans l'espace en étant en direct, avec des commémorations qui se suivent et les caméras qui sont sans cesse qu'il occupe le terrain. Sur ses traces. Après, j'ai trouvé que les adversaires, ils sont rentrés dans la faille Pétain. Alors, je me suis exprimée sur Pétain, justement. J'aimerais bien dire, justement, rebondir sur ce que vous disiez, Stéphane Rosset, je suis entièrement d'accord. Parce que lorsque moi, j'ai entendu la phrase sur Pétain en direct, on se demande est-ce que ça choque vraiment ou pas. Et même les présentateurs, j'ai zappé sur toutes les chaînes, n'ont pas forcément bondi. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur lorsque l'opposition, justement, a commencé effectivement à réagir, à entrer dans la faille. Et ce qu'on sait, c'est que par exemple, De Gaulle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy ont dit la même chose. De Gaulle a dit la gloire de Pétain malgré les défaillances condamnables. Mitterrand a dit la gloire de Verdun et la honte de 42. Chirac, le vainqueur de Verdun, a fait des choix funestes de l'armistice. Et Sarkozy a dit funestes de l'armistice. Et Sarkozy a dit couvert de gloire à Verdun et de honte à Vichy. C'est-à-dire que tous les chefs d'État ont dit quasiment les mêmes mots. Pourquoi aujourd'hui il y avait une différence de taille. Une différence il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook. Il y avait un contexte complètement différent. Et un président qui a déjà dérapé plusieurs fois. Vous voyez, il y a aussi ça. Et qui s'est installé finalement dans une forme de défiance vis-à-vis de la population. Défiance assez durable. Et si vous prenez les sondages, il y a un quart des Français qui lui font confiance. Ça montre aussi cette opération réconciliation, elle n'est pas innocente. Elle est forcément liée aussi à l'affût de la moindre petite phrase qui pourrait... Ah, mais il se le prend en boomerang. C'est ça. Et d'ailleurs, il le sait. Enfin, tout à l'heure, vous vous demandiez si il y avait de la provocation. Parfois, on peut quand même se demander s'il n'aime pas ça, justement. Enfin, alors, est-ce que c'est schizophrénique? Je ne sais pas. Je n'irai pas me pencher sur la psychologie du président, mais il tire comme ça sur des espèces de ballons d'essai. Enfin, pareil, la séquence sur les aides sociales, ça nous coûte un pognon de dingue. Franchement, c'est resté aussi dans la population comme étant une séquence assez malheureuse. Ça lui arrive d'avoir ce petit sourire, d'esquisser un petit sourire au moment où il répond à ses adversaires, ce qui est quand même assez révélateur aussi. Je ne crois pas que ça soit un provocateur en soi. Je crois qu'il est animé d'une conviction sociale qui est que chacun recèle un potentiel qui ne demande qu'à être déployé et que les individus s'émancipent. Pas celui qui devait traverser la rue pour trouver un emploi, quand même. Mais c'est le individuel. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Et au fond, pourquoi l'emporte-t-il alors qu'il était inconnu il y a 4 ans? Parce qu'il considère la France comme une personne, comme la personne à qui il dit de traverser la rue. Grosso modo, il dit, c'est dans la Bible, hein, bon, c'est la parabole des talents. Et c'était la philosophie de Paul Ricoeur, le philosophe dont il se sent proche. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Si tu te prends en charge et qu'on t'aide, alors dans ses discours. Si tu veux un costard, tu travailles. On était déjà il y a 2 ans. C'est ce qu'il dit à la France, et c'est pour. Il considère la France comme une personne, et donc les Français, ceux qui ont voté pour lui, l'ont entendu. Il dit, c'est pas vous les responsables, parce que vous avez au fond de vous un potentiel. Le problème, c'est la classe politique. Mais j'ai l'impression qu'on est passé du si tu veux, tu peux à je vais quand même vous aider là ce soir, la séquence qu'on a vue ce soir. On est là. Je vais vérifier si ça marche. Je vais vérifier si ça marche. On ne se substitue pas. Voilà. C'est ça sa philosophie. Oui. On ne va pas se substituer à toi. On va te demander ta situation. Par contre, nous, on doit t'accompagner. Oui. Mais c'est aussi à toi. Voilà sa philosophie. Mais est-ce qu'il n'a pas fait campagne d'une certaine manière dans le mauvais pays? Il est tellement américain dans cette manière d'aborder. Non, alors. Mais non, il est dans le même temps. À la différence il est en France. Le pays ne va pas t'aider. C'est un protestant français. Parce qu'aux États-Unis, c'est tu réussis ou tu crèves. C'est quand même pas le protestant français Macron, qui est élevé chez les jésuites. Non. En France, on dit
il essaye de faire bouger les fondamentaux d'un pays collectiviste, solidariste et Léon Bourgeois versus les personnalistes, et il dit on va chacun faire une part du chemin. Tu te prends en main, et donc aidez-moi. Et par ailleurs, moi, je vous aide. Sarkozy avait dit ça aussi. C'était aussi on va retourner sur le terrain. Loïc Signor est toujours là. Loïc, cette déambulation, cette prise de contact, c'est terminé. Il est parti, le président de la République. Mais que ça a été riche d'enseignements. À peu près tous les corps de métier étaient représentés. Oui, tous les corps de métier, toutes les catégories socio-professionnelles ont posé des questions au président de la République qui n'est pas parti. Nelly, il est rentré simplement dans la mairie. Ce bain de foule est comme d'habitude un exercice qu'il affectionne particulièrement, mais qui n'était pas prévu réellement à l'agenda du président de la République. Il ressortira d'ici 3 quarts d'heure, a-t-il promis aux gens, et qu'il retournera sans doute voir, car c'est la fin de cette itinérance mémorielle, comme il l'avait baptisé. Mais vous avez bien vu sur ces images tout au long de ce bain de foule que cette itinérance est surtout très politique pour le président de la République, qui s'attarde un à un sur les cas particuliers, demande à ses conseillers, au préfet, à son assistant particulier de venir chercher une feuille de paye ici, de demander si la situation de l'autre est bien normale, car cela ne lui paraît pas normal. Par exemple, sur la feuille de paye d'une personne âgée qui se plaignait d'un taux de CSG qui avait trop augmenté, Emmanuel Macron prend le temps, essaye de convaincre du bien fondé de ses réformes, essaye de convaincre un à un les Français qu'il faut lui faire confiance, qu'il faut parfois du temps. On ne va pas résoudre, dit-il, ce qu'on a cassé en 30 ans en simplement 15 mois. Voilà le message qu'il a martelé depuis dimanche soir et son arrivée à Strasbourg. Jusqu'ici, dans cette ville de Péronne, un à un, les Français sont consultés par le chef de l'État. Merci à vous, Loïc. Vous êtes accompagné à la caméra de Florian Paume à Péronne. Et évidemment, s'il ressort de la mairie, vous nous faites signe, parce que peut-être qu'il va encore décider d'aller au contact de toutes ces personnes qui sont venues nombreuses l'attendre et qui auront certainement encore d'autres questions à lui poser. Un dernier tour de table pour se résumer ici. Stéphane Rosès, peut-être un dernier regard sur cet exercice qui s'achève, mais qui, nous rappelle l'Élysée, a vocation à se reproduire. Oui, je pense qu'il faut, puisqu'on a le temps 2 secondes, resituer cette séquence dans un nouveau moment de la présidence Macron. Il l'avait emporté parce qu'il disait au pays, on va se mettre en marche, et puis derrière, on va faire bouger l'Europe, on va faire bouger les lignes. Et quand Merkel lui dit non, on ne bouge plus en Europe, alors le grand propos, le grand dessin se transforme en pouvoir d'achat, contact des Français, et il fait comme s'il avait compris que son problème avec les Français, c'est qu'il n'était pas à leur contact, alors qu'à mon avis, son problème de fond n'est pas celui-là, c'est qu'il ne dit pas là où il va. Oui. Et donc, du coup, là, cet exercice est un exercice qui le conforte dans cette deuxième phase du quinquennat Macron, et il va faire sans doute plus habilement que ses prédécesseurs, mais au fond, sans résoudre le problème de fond de la dépression. C'est pourquoi nous demande-t-on ça? Parce que la France est un pays du pourquoi. Les autres, les anglo-saxons, c'est le comment. Mais nous, c'est où on va, quelle est la vision, pourquoi nous demande-t-on tel type de réforme et tel autre. Ça ne peut pas être seulement, c'est pour vous aider à boucler les fins de mois. Merci à toutes. On va devoir s'interrompre quelques instants, Christine. Vous savez comment ça marche. Et on revient après ces quelques minutes de pause pour continuer à débattre de cette déambulation d'Emmanuel Macron.